Pour beaucoup de gens, David Fincher, c'est ça. Pour d'autres, c'est ça. Ou même encore ça. Pour d'autres, c'est le réalisateur d'un des clips les plus influents de l'histoire. De nos jours, il est considéré comme un grand auteur. Il a eu sa rétrospective à la Cinémathèque et 30 bouquins ont été écrits sur lui. D'ailleurs, j'en ai lu pas mal pour préparer cet épisode. Mais ça serait oublier qu'à l'époque de Fight Club, ça a été un des cinéastes les plus détestés au monde. Washington's poster child for what's wrong with Hollywood. The most cheerfully fascist film since Death Wish. It's macho porn. Is the sex movie Hollywood has been moving toward for years. This movie is not only anti-capitalist, but anti-society, and indeed, anti-God. It's a sick and demented film. À tel point que Paul Thomas Anderson, dans une interview officielle pour le magazine Rolling Stone, lui a quand même souhaité se choper un cancer des testicules. Et puis c'était pareil en France, où les plus grands médias l'ont traité de spot publicitaire de 2h15, assommant, film dangereux et fasciste, mélasse subnichéenne épicée de violences gratuites, anarcho-nauséabond, débectant et dangereux, révulsant, écœurant, intellectuellement diminué, la palme revenant au cahier du cinéma qui le traitait tout simplement de film dégueulasse. Résultat, Fight Club a fait un flop monumental à sa sortie. Alors oui, j'entends des gens dire que 100 millions de dollars au box-office pour un budget de 63 millions, c'est pas un flop. Mais c'est plus compliqué que ça. Déjà parce que le film n'a rapporté que 37 millions aux États-Unis au moment de sa sortie, puis 63 millions à l'international 6 mois plus tard. Et oui, 1999, c'est une époque lointaine où les films sortaient bien plus tard dans le reste du monde que sur le territoire américain. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que sur les recettes qui sont faites sur le territoire américain, il y en a seulement la moitié en moyenne qui reviennent au studio, parce que le reste va aux exploitants des salles. Et c'est pire à l'international, puisque les studios ne touchent en moyenne que 25%, le reste allant aux exploitants et aux distributeurs, qui sont différents dans chaque pays. Donc sur les 100 millions que le film a rapporté, ça fait en gros 33 millions pour le studio. Moins les coûts marketing, qui peuvent être de plusieurs dizaines de millions. Résultat, Fight Club a dû rapporter qu'un quart de son budget initial. Mais tout flop qu'il a été. Ah mais c'est pas possible, tu vas me laisser faire mon épisode? Oui, on est sur ma chaîne quand même. Bon et puis en plus t'es même pas réel, t'es qu'un cartoon dans ma tête. Bon voilà, on devrait avoir la paix maintenant. Je disais donc, mais tout flop que Fight Club ait été en salle, c'est ton DVD qu'il a cartonné et qu'il a marqué la pop culture de façon assez intense. First rule of Fight Club, don't talk about Fight Club. First rule of Fight Club, never talk about Fight Club. First rule of Fight Club. You do not talk about Fight Club. First rule of Fight Club. The first rule of Fight Club. The first rule of Robot Fight Club is you don't talk about Robot Fight Club. First rule of my Fight Club is. The first rule of Jewish Fight Club. You just broke the first rule of Clown Club. What? Never tell anyone about Clown Club. The first rule of Chess Club is you do not talk about Chess Club. The first rule of Witch Club is don't talk about Witch Club. The first rule of Breakfast Club is we do not talk about Breakfast Club. First rule of Girls Club is... First rule of Writers Club. First rule of Street Countdown. First rule of Club Club. First rule of Pillow Fight Club, you don't talk. Yeah, I get it. Mais pour comprendre pourquoi Fight Club est un chef-d'œuvre malgré les controverses qui l'entourent, on va devoir être aussi transgressif que lui et justement briser cette première règle. So now I invite you to once again witness the glory that is Fight Club! Come on, let's twist again, like we did last summer. Commençons par le côté le plus ludique du film. C'est la façon dont il va nous révéler son twist dès le début. Parce que oui, spoiler, hein, Tyler et le narrateur sont la même personne. This guy has like schizophrenia. Okay, I'm giving away the ending, but I don't care because I hated it. And, Et même si vous le connaissez par cœur, je suis sûr que vous n'aviez pas tout vu. Bon, évidemment, vous aviez capté les images subliminales de Tyler qui montrent qu'il existe dans la tête du narrateur avant leur première rencontre. Vous aviez aussi vu que la carte de Tyler, c'est 2 anges jumeaux au miroir. Une idée que l'on retrouve au moment de la création du Fight Club, où les 2 personnages sont de la même façon, tous les 2 symétriques, devant cette porte à double battant. Et la pièce qu'il met dans la cabine pour appeler Tyler est précisément du côté face, formant 2 visages en reflet qui s'unissent en un seul. Et un des premiers trucs qu'ils se disent, c'est justement d'échanger leur place. Wanna switch seats? Bon, le truc le plus évident, c'est la façon dont Tyler sort très littéralement du corps du narrateur les 2 premières fois où on le voit. Et évidemment, personne ne fait attention à la voix off à ce moment-là, mais elle dévoile le twist de façon assez évidente. Écoutez. If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Puis on a un indice sur le fait que Tyler n'existe pas, puisqu'a priori, il a pris la place de la dame à qui le narrateur racontait des histoires horribles d'accidents de voiture. Donc elle a probablement changé de place pendant qu'il dormait pour éviter la discussion, et hop, Tyler apparaît à sa place. Et c'est bien le même avion avec les mêmes sièges bleus, alors qu'on nous le montrait dans un autre avion juste avant. Le narrateur est donc insomniaque. For 6 months, I couldn't sleep. Et justement, on nous explique plus tard que Tyler a le même problème. He was born in a mental institution, and he sleeps only 1 hour a night.
Et puis, dès qu'on prête attention au dialogue, on se rend compte assez vite qu'on nous explique 50 fois qu'ils ne sont qu'une seule et même personne, et que le narrateur a des hallucinations. Not off, I wake up in strange places, I have no idea how I got there. Is Tyler my bad dream or am I Tyler's? It's totally different with us. We're Us? What do you mean by us? I'm sorry, you hear this? Sometimes Tyler spoke for me. This conversation is over. Avant même la fin du film et le flashback où on voit le narrateur reprendre la position de Tyler dans toutes les situations qu'on avait déjà vues, on a les mêmes plans qui les caractérisent tous les deux avec les mêmes contre-champs. Pareil, quand Tyler se fait frapper au Fight Club, le narrateur a un mouvement de tête, comme s'il recevait lui-même un coup. Et ça a été rajouté par Fincher en post-production, comme il explique dans le commentaire audio. Actually, on that punch, because the reaction, that was actually a visual effects shot, a wide shot when Edward reacts when you get punched in the wide shot. Pareil dans cette scène où le voiturier regarde le narrateur en disant ceci. Don't worry, Mr. Durden. Airport parking, long term. After you, Mr. Durden. After you. We consciously made a decision when the valet pulls up. The valet is not looking at Brad. His eyeline is looking to Edward. Et de façon absurde, ils entrent tous les deux par la même porte. Tyler se retrouve du côté du conducteur et le narrateur du côté passager. And then when the car flips over and it lands, you see Brad get out on the passenger side of the car because the car is now flipped over. So he gets out on the other side and he comes around and he pulls Edward out of the driver's side. Donc c'était bien le narrateur qui conduisait. En fait, le film passe son temps à nous expliquer son twist, comme quand le narrateur nous montre ce qu'il s'est passé lors du premier Fight Club en se tapant lui-même devant son boss. Oh God, no, please, no! For some reason, I thought of my first fight with Tyler. Et un dernier petit indice pour la route, ils habitent tous les deux sur Paper Street, un terme qui désigne en anglais une rue qui existe sur les cartes, mais qui n'a pas été encore construite, renvoyant au fait que Tyler n'existe que virtuellement. Eh oh, ça va, je pense qu'on a compris le principe. On peut passer au chapitre suivant, j'ai des trucs à dire moi aussi. Bon, au premier abord, et je pense que ça sera une révélation pour personne, Fight Club c'est un film profondément anticapitaliste, qui nous montre l'aliénation entraînée par la société de consommation. Le héros a un bon travail, il gagne bien sa vie, il possède un bel appartement, mais il est déprimé et insomniaque. Il vit seul, il n'a pas de vie amoureuse, pas d'amis et apparemment pas de rapport avec sa famille non plus. Et son seul centre d'intérêt, c'est la déco de son appartement, mais elle est totalement impersonnelle, puisqu'elle est la copie d'une page de catalogue Ikea. Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. Ce qu'il achète, on vient à le déterminer lui. What kind of dining set defines me as a person? Le célèbre « vous êtes ce que vous mangez » ou encore « vous êtes ce que vous portez » est devenu en fait « vous êtes ce que vous achetez ». Je consomme, donc je suis. What are we then? Consumers. Right. You're consumers. Things you own end up owning you. That condo was my life. That was not just a bunch of stuff that got destroyed. It was me. La société de consommation assimile ses membres à des objets, dont elle peut récolter l'argent, la partie comestible de l'individu, et le jeter à la poubelle quand il n'y en a plus. C'est ce que nous sommes devenus sur Internet, des paquets de données personnelles que les entreprises achètent pour nous proposer encore plus de trucs à acheter. There was nothing to hack. People were going to provide their own pictures, their own information. Assimiler une personne à un objet, c'est ce qu'on appelle la réification. C'est le mot du jour. Et c'est exactement ce que nous montre la mise en scène, où le premier plan était un gigantesque travelling arrière depuis le fond du cerveau du narrateur, auquel Fincher va faire écho avec le même travelling arrière, entièrement en image de synthèse, depuis le fond d'une poubelle, établissant le cerveau du narrateur lui aussi comme un produit consommable qu'on jette après l'avoir utilisé. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi plus tard, quand il nous explique qu'il est lui-même produit en masse à la chaîne par une franchise. I don't know my dad. He left when I was like 6 years old. He did this every 6 years. He goes to a new city and starts a new family. Fucker setting up franchises. Un dédoublement du moi qui est autant écrit sur les murs autour du narrateur que dans le film, puisque quand il nous dit « Everything's a copy of a copy of a copy », c'est ce qu'il va faire lui aussi en créant Tyler en fait, une copie de lui-même. À nouveau, la personne et le produit de consommation dédoublés sont mis en parallèle. Et justement, ce premier plan est révélateur à bien des égards, parce qu'il nous expliquait déjà le twist final, puisque Tyler, celui qui regarde dans le viseur du pistolet, sort littéralement du cerveau du narrateur. Il a tellement pas de personnalité qu'il est obligé de s'en créer une à travers Tyler. Il ne sait que copier, exactement comme quand pour lutter contre l'insomnie, il va dans des groupes de parole de gens atteints du cancer. Il ne fait que copier leur douleur, incapable de faire autre chose. La société de consommation a transformé le mot individu en individuel.
où l'individu est tout aussi fabriqué en série que les produits à usage unique qu'il utilise. Single serving sugar, single serving cream, single pat of butter. The people I meet on each flight, they're single serving friends. Assimilant à nouveau l'être humain à un produit de consommation à usage unique. Et la société de consommation lui a tellement enlevé son individualité qu'il a plus de personnalité, plus de substance. A house full of condiments and no food. Et c'est bien pour cette raison qu'il a littéralement pas de nom, il est juste le narrateur. Il est jamais nommé dans le film. Doesn't have your name. Who are you? Cornelius? Rupert? Travis? Any of the stupid names you give each night? Alors que finalement, même ces meubles ont un nom. The Klipsk Personal Office Unit, the Hovatrek Home Exerbike, or the Yohaneshov Sofa, even the Rizlampa Wire Line. When deep space exploration ramps up, it'll be the corporations that name everything. The Microsoft Galaxy, Planet Starbucks. Il est même pas une personne complète, il est que le rouage d'une machine beaucoup plus grande que lui qui est la société de consommation. Et c'est aussi pour ça qu'il se définit que comme la partie d'un autre être humain, Jack, qu'il connaît même pas. I am Jack's colon. I am Jack's raging bile duct. I am Jack's cold sweat. I am Jack's wasted life. I am Jack's inflamed sense of rejection. I am Jack's broken heart. Comme dans Seven, on se retrouve dans une ville anonyme. Comme le dit d'ailleurs lui-même David Fincher. So we just said it was like any city, anywhere. Où on a un protagoniste anonyme qui vit une existence anonyme tout en travaillant dans une compagnie anonyme. Le narrateur, c'est tout le monde, exactement comme le tueur de Seven devenait tout le monde en s'enlevant ses propres empreintes digitales. John Doe, l'anonyme parfait. Et c'est d'autant plus ironique que le narrateur vit dans un appartement dont le slogan est « un endroit où être quelqu'un ». Son existence entière ne se définit que par des slogans publicitaires. Et alors que la publicité nous prône l'individualité, on en vient à avoir la même chose partout. Du distributeur de Pepsi au gobelet Starbucks. Notice in the background here, product placement. Ubiquitous Pepsi machine. We had this product tie-in with Pepsi, and we decided to make Pepsi part of our consumer society. So everywhere we go, there's a Pepsi machine in the background. Because we wanted to have that ubiquitous logo fest happening in the background always. But it's only in scenes of violence. Yeah. And I think that's appropriate. Et ce conformisme absolu par la production de masse et l'instrument publicitaire, c'était vraiment une préoccupation de l'époque, où 3 mois après Fight Club est sorti 7 épisodes de Friends. She hates Pottery Barn. I know. She says it's all mass-produced, nothing is authentic, and everyone winds up having the same stuff. Well, your place looks like page 72 of the catalog. Ugh, look at this, Pottery Barn. That fan kind of looks like ours, and the bird cage, and this. Wait a second, this is our exact living room. This stuff is everything that is wrong with the world, and it's all sitting up in my living room. And all I could think about is how I don't have that lamp. Au départ, le narrateur nous est montré comme un roi sur son trône. Des toilettes où il est le roi de la consommation, desquelles il peut commander. Order en anglais, mais ça a le même double sens. Atteint d'insomnie, il n'arrive pas à dormir. When you have insomnia, you're never really asleep, and you're never really awake. Et donc, de facto, il a plus de rêve. Il incarne en fait la mort du rêve américain. All been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. Il comate, transformé en zombie par la société de consommation, en regardant des publicités pour encore d'autres produits dont il n'a pas besoin. Working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. Mais finalement, ce premier plan qui commence dans l'amygdale, c'est-à-dire le centre de la peur du cerveau, c'est l'étincelle qui crée pour la première fois une vraie émotion chez un individu qui a passé sa vie à ne rien ressentir. Une étincelle qui reviendra dans un autre plan, lui aussi entièrement en image de synthèse, et qui lui redonne naissance en le forçant à abandonner son ancienne vie. Cette façon de dire que c'est qu'en étant confronté à la mort qu'on apprend à apprécier la vie, comme l'employé de la station-service que Tyler force à reprendre ses études de vétérinaire, lui aussi menacé par Tyler d'un pistolet, comme le narrateur dans l'ouverture. Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond Castle's life. His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted. C'est la base de toute la franchise Saw qui est directement inspirée de ce postulat. On sait qu'on tient à la vie que lorsqu'on est sur le point de la perdre. Marla's philosophy of life was that she might die at any moment. Et justement, c'est que quand il est confronté à la mort, dans les groupes de parole du cancer, que le narrateur se sent enfin vivant face à l'anesthésie de la vie quotidienne au tournant de l'an 2000. C'est le moment où il arrive enfin à dormir, ce moment qui s'apparente pourtant le plus à la mort chez l'être humain. Mais en fait, ce palliatif ne fonctionne plus dès l'instant où il se met à le traiter comme un bien de consommation, en consommant ces groupes de parole comme le reste de sa vie, en les cochant dans une liste et en se les répartissant avec Marla comme une liste de choses à posséder. You take lymphoma and tuberculosis. You take tuberculosis. Testicular cancer should be no contest. I'll take the parasites. Why don't you take the blood parasites? I want brain parasites.
I'll take the blood parasites, but I'm gonna take the organic brain dimension. I want ascending bowel cancer. Ces groupes de parole sont finalement tout aussi virtuels que ce qu'ils voient à la télévision, passant d'une addiction consommatrice à l'autre, Becomes an addiction. passant d'une illusion à l'autre. I can't cry if there's another faker present, and I need this. Et c'est exactement ce qu'il va continuer à faire en passant des groupes de parole à Tyler, encore une autre illusion. Tyler est celui qui va pervertir le narrateur, de façon assez littérale, puisque c'est celui qui met des images sexuelles dans les dessins animés pour enfants. Et comme il introduit le sexe dans la vie des enfants, à travers Marla, il va introduire le sexe dans la vie du narrateur, qui en était dénué jusque-là. C'est là où le parallèle est intéressant, puisque justement la société de consommation a fait de nous des éternels enfants, bloqués au stade du « je veux », jamais contents, bloqués dans un besoin éternel. If I saw something clever, like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. C'est les adolescents de la génération XY. Un aspect infantile qui est d'ailleurs renforcé par les dialogues. A 30-year-old boy. I'm 6 years old again, passing messages between parents. Le film appelle à la révolution, à réveiller la bête qui sommeille en l'homme, les instincts endormis par la société de consommation dans un univers aseptisé pour lui rappeler sa nature profonde. Et ça, le film l'anticipe justement en nous montrant le narrateur aux toilettes, évoquant les ordures, la fange qui existe pourtant pas dans son monde aseptisé, qui sont aussi virtuels que les déchets plastiques à usage unique dans sa poubelle, où il vit dans un univers aussi irréel qu'une page de catalogue. Avec Tyler, le narrateur va découvrir la souffrance, le sexe, la saleté, la fange dans laquelle est née la vie, de la mort de Bob avec sa cervelle qui coule sur le sol, à la graisse humaine qui sert de matériau de base au savon de luxe que vend Tyler, justement celui avec lequel les classes dirigeantes créaient leur société aseptisée, le serpent se mordant la queue. Avec ses éclairages tamisés et ses ambiances extrêmement sombres, Fight Club nous fait redécouvrir la matérialité des choses dans un paysage cinématographique qui a tendance à l'invisibiliser. Fincher s'oppose de façon radicale aux films hollywoodiens sans âme, créés comme des plats tout préparés en mode fast-food, qu'on trouve eux aussi dans des multiplexes de centres commerciaux, devenus des produits de consommation comme les autres. Fincher remet le cinéma à son rang d'artisanat au sens le plus littéral, quelque chose qui est fait à la main, en fondant notamment le fond et la forme. Et il s'amuse même à faire des mises en abîme, notamment lorsqu'il explique le travail de la pellicule dans la cabine du projectionniste et les changements de bobine à l'adresse directe du spectateur, qui est en train de vivre la même chose dans sa salle de cinéma. If you look for it, you can see these little dots come into the upper right-hand corner of the screen. In the industry, we call them cigarette burns. Tyler brûle en fait la pellicule exactement comme il brûle la main du narrateur, confondant le film et ses personnages, nous ramenant à la réalité des choses tout en la parasitant avec des effets numériques, interrogeant la réalité par le virtuel et créant un objet métatextuel absolu. C'est d'autant plus important que Fincher passera au tout numérique quelques années après, dès Zodiac en 2007, abandonnant totalement la pellicule. Comme Tyler, employé des plus grands hôtels qui pissent dans de la bisque de homard, Fincher ne cesse de dynamiter le système de l'intérieur. Et oui, employé d'un des plus gros studios hollywoodiens, la Fox, il fait au sein du système un film anti-système purement contestataire et anti-américain, faisant vendre par l'industrie un produit qui l'insulte. We were selling rich women their own fat asses back to them. Le film se termine d'ailleurs par une autre mise en abîme, puisqu'il dynamite littéralement les tours de son propre studio à la fin. Fox Tower is one of the ones that goes down the foreground. D'autant plus que comme le plan est entièrement numérique, ils auraient pu choisir n'importe quel autre building. Mais non, là c'est ceux de la Fox. Fincher, c'est quand même celui qui renie son premier film, Alien 3, qui veut même pas en entendre parler en disant que ça a été la pire expérience de sa vie et qui a failli arrêter le cinéma à cause de ça, parce qu'il n'arrivait pas à imposer sa vision à la Fox. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. Mais qui est quand même revenu dans le même studio pour faire Fight Club. Fincher, il est fait que de paradoxes. C'est celui qui déteste qu'on le range dans la case des auteurs et même des artistes, mais qui pète un plomb si sa vision n'est pas respectée ou s'il n'a pas le plan qui lui convient, quitte à le refaire 50 fois. Go over and over again. God damn it! Once again. Good. Once again. Once again. Once again. Great, once again. My philosophy is shot 7 takes. Okay, now let's start. Mais en fait, on comprend un peu mieux ce paradoxe en observant son obsession du retour à l'organique dans Fight Club. Parce que pour lui, le cinéma, c'est quelque chose qui dépasse l'intellect, comme il l'explique d'ailleurs au Guardian. Il y a cette légende que les réalisateurs débarquent sur les plateaux, qu'ils expliquent exactement ce qu'ils veulent voir dans leur film et rentrent dans leur caravane pour attendre que tout soit en place. Ils font des ajustements et puis ça reste figé pour l'éternité. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça relève bien plus du théâtre de marionnettes, de la garderie et de la plomberie, vous savez, ou du coulage de béton. C'est un travail bien plus physique qu'on ne l'imagine. Un paradoxe qui est parfaitement illustré par son dernier film en date, The Killer, qui est une mise en abîme de Fincher lui-même. Celui qui cherche la perfection, qui prépare et prépare et prépare pendant des heures juste pour un shot, littéralement.
avec son mantra Anticipate, don't improvise. Anticipate, don't improvise. Anticipate, don't improvise. Comme il l'explique toujours au Guardian. C'est très technique, ça parle d'obtenir le shot, un terme qui désigne à la fois le plan au cinéma et le coup de feu pour le tueur. Je trouve ça très intéressant de voir quelqu'un utiliser ces outils avec une grande précision. Alors que le journaliste souligne l'obsession maladive de Fincher pour le perfectionnisme. Il a même tenu à gérer lui-même le sous-titrage. Il nous a révélé « J'ai remarqué qu'il était écrit gazouillis d'oiseaux et je me suis posé la question, pourquoi gazouillis ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt des oiseaux gazouilles ?» Un comportement maniaque qui était là dès Fight Club et qui a fait que s'empirer. I walked down the steps and lit that cigarette, I'd say about 36 times. It was a good shot. It only took about 40 times. Remember we did this one like 37 times? I think we shot like 37, 38 takes of the scene. Probably shot 40,000 feet that day, which is a lot. Et justement, dans The Killer, il va confronter le mec le plus méticuleux du monde à ce qui se passe quand toute sa préparation foire. The Killer et Fight Club se font aussi écho dans le sens où ils sont profondément déceptifs, étant pas du tout ce qui semble être au premier abord. Dans The Killer, le spectateur vient chercher le film de tueur en série ultime par le réalisateur qui en a fait sa spécialité, qui signe ici ses retrouvailles avec Andrew Kevin Walker, le scénariste de Seven, mais en fait le film va déconstruire les attentes du spectateur, en lui expliquant ce que c'est qu'un meurtre. C'est pas de la jubilation, c'est pas des enquêtes de police abracadabrantes avec des courses-poursuites, c'est de la stagnation, c'est du calcul, c'est essuyer les plâtres et colmater quand ça marche pas. Comme le cinéma en fait. C'est chiant le cinéma. Il faut de 2 à 6 mois pour tourner un film de 2 heures en mettant en boîte quelques plans par jour à peine. 1 minute de film, 2 si on a de la chance. Mais en fait c'est pas pour rien qu'on fait le lien entre Fight Club et The Killer, qui parle de l'ubérisation absolue, où Internet a rendu tout accessible à tout le monde, des armes au meurtre. Qu'on commande à ce tueur aussi simplement qu'il commande son duplicateur de clés électroniques sur Amazon. Le tout dans l'anonymat et la solitude absolue de cette nouvelle société, où on peut faire ses courses, manger, voyager, tuer sans interagir avec d'autres êtres humains. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que le climax se passe devant une grande baie vitrée qui évoque à s'y méprendre celle de Fight Club, où le protagoniste se rend compte qu'il est en fait qu'un pantin entre les mains des riches, ceux qui contrôlent les lois du marché et qui sont définis que comme ça. Et qui sont précisément ceux qui lui ont permis ce mode de vie au sein de la société de consommation. Parce que lui aussi finalement est devenu un autre objet utilitaire à commander, consommer et jeter. C'est le moment où il se rend compte que lui non plus n'est pas un flocon de neige unique, renversant son point de vue entre le début Whatever it takes, make sure you're one of the few, not one of the many. Et la fin. Or maybe you're not one of the few. Maybe you're just like me, one of the many. Mais finalement, si la société de consommation voit les êtres humains comme des numéros à contrôler pour leur propre profit, créant comme le narrateur des êtres sans nom, en tentant de s'y opposer, en fait, la nouvelle société que crée Tyler, le projet Chaos, va faire exactement la même chose. But sir, in Project Mayhem, we have no names. Comme ce film cynique, anticapitaliste au sein de l'industrie capitaliste, révélant ainsi tout le paradoxe du Fight Club. Le film est tellement disruptif qu'il a été lourdement censuré en Chine. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous regardez le film dans l'Empire du Milieu, le narrateur se tire une balle, Tyler tombe et hop, c'est la fin. Le film se termine là et on a un carton absurde qui nous explique que la police a empêché les bombes d'exploser et que Tyler, qu'on vient pourtant de voir avec le crâne explosé, a été placé dans un asile psychiatrique et a été relâché en 2012 après avoir reçu le traitement adéquat. Je vous laisse un moment pour absorber la chose. Mais le fait que le film semble poser autant de soucis quant à sa lecture politique montre bien son paradoxe. Puisqu'entre ce qu'il nous dit et ce qu'il nous montre, il y a tout un monde. Most films do tend to wrap things up thematically in a bow and let you go out of the theater knowing exactly what the message was that you were supposed to take from this. And when films that muck around in these kind of ideas resolve in some ways ambiguously and dump a lot of it in your lap and say you have to sort through some of this yourself and figure out what it means to all of you, what components of it you agree with, what components of it you disagree with, people get very uncomfortable. People don't like it. Beaucoup de gens, en voyant le film, ont pris pour argent comptant ce que disait Tyler, alors que le but de Fincher ici était précisément de montrer l'avènement d'une société fasciste et la fascination dangereuse qu'on peut avoir pour les leaders charismatiques, d'autant plus quand ce leader charismatique est incarné par Brad Pitt, qui n'a jamais été aussi attractif et magnétique que dans ce rôle. Tous les ados rebelles rêvent d'être lui, soulignant l'attirance et donc le danger du fascisme. Et ça, Fincher l'explique lui-même au Guardian. C'est impossible pour moi d'imaginer que les gens ne comprennent pas que Tyler est une influence négative. Les gens qui ne comprennent pas ça, je ne sais pas quoi répondre et je ne sais pas comment les aider. Là où on voit que Fincher s'oppose diamétralement à Tyler,
c'est quand il dit qu'il faut arrêter de tout contrôler. Stop trying to control everything and just let go. Alors que Fincher est le plus grand contrôle fric du monde. En fait, le narrateur va passer de ceux qui souffrent, les malades du cancer, à ceux qui font souffrir. Des larmes au sang, comme le montrent ces deux plans qui se font écho, où le visage du narrateur se transforme en test de Rorschach. Passant d'un planning à l'autre. Look, we're gonna split it, okay? Take the first and third Sunday of the month. I go Tuesdays and Thursdays. I go Saturday. Passant d'un extrême à l'autre, du capitalisme au fascisme, comme l'écrit Stéphane Boulet dans son livre. La question n'est pas de savoir si Fight Club contient une imagerie fasciste. C'est le cas. Nous avons un leader charismatique qui apporte des réponses simplistes à de véritables problèmes. Nous avons des individus qui se soumettent aveuglément à des devoirs dont ils ne comprennent pas la portée ni les enjeux, qui commettent des actes de violence sur demande. Se forme alors un groupe uni par la discipline, la virilité retrouvée et une idéologie qui leur donne un but et qu'ils ne questionnent jamais. Le projet Chaos de Tyler Durden est-il un groupuscule fasciste? Ça ne fait aucun doute. On nous apprend même qu'une des règles du projet Chaos est qu'il n'y a plus de nom. C'est la négation absolue de l'individu au profit de la force du groupe. Ils ne sont plus des hommes, ils sont des singes de l'espace, prêts à être sacrifiés, comme le dit hilar Tyler Durden. Et ces réponses simplistes à de véritables problèmes, c'est quelque chose qu'explore remarquablement bien le vidéaste de My Little Thought Tree, à propos de la scène de Raymond, l'employé de la station-service dont on parlait un peu plus tôt. What did you want to be? If you use the fear of death to force him back into studying so he does become a vet, that's a good thing, apparently. Well, it's that Tyler never really asks why that dream slipped away from Raymond, or even what Raymond wants to be now, only what he wanted to be at the time when he first went to college. You know, just like the narrator, maybe he didn't achieve these things not because he was too weak or too afraid or too lazy or a failure, maybe he just didn't want that anymore. Maybe he's happy working in a shop. Maybe it's a hell of a lot less stressful than putting animals down or worrying about surgeries. Maybe he found something he cares about more, like maybe a family, and maybe he's just happy doing whatever job to pay the bills and support his kids while getting time to be with them. Or maybe he doesn't like his job, but it's a stopgap while he figures out what he does want to do with his life, which again might not be a vet anymore. Maybe that, maybe another 1,000 possibilities. But Tyler's viewpoint doesn't allow for any of those. Le fait même d'appeler ces recrues ou singes de l'espace montre qu'ils sont tout autant déshumanisés, broyés par cette nouvelle machine qu'il était par la société de consommation avant. Et rabaisser l'humain au rang de choses ou d'animaux, c'est exactement ce que faisait le système nazi, comme l'explique très bien Primo Levi dans Si c'était un homme. La façon dont Tyler utilise le gras humain pour créer du savon et financer ses projets l'identifie aussi clairement au système nazi. Outre le fait de montrer qu'il utilise les êtres humains comme matière première, ce qui établit un premier parallèle entre lui et la société capitaliste, qui elle aussi, dans la scène des agents d'assurance, considérait les pertes humaines comme une blague. The father must have been huge. You see where the fat's burned to the seat? Very modern art. Et comme un simple outil statistique pour savoir si les voitures doivent être rappelées ou non selon le coût que ça engendre. A times B times C equals X. If X is less than the cost of a recall, we don't do one. Les deux types de sociétés sont mis en parallèle directement dans la narration, puisqu'on passe de la Planet Starbucks à la Planet Tyler. De la même façon, les forces de l'ordre créent de leur côté le projet Espoir, alors que Tyler, de son côté, en miroir, crée le projet Chaos. Les deux luttant dans une guerre avec des armes aussi délétères l'un que l'autre. Écoutez. Project Hope will be a joint effort between the police and community leaders. It will be a powerful new weapon in the war against crime. L'apparence de Brad Pitt y est aussi pour beaucoup dans l'imagerie fasciste qui traverse le film, avec ce grand corps blond et musculeux qui renvoie à l'idéal arien, et qui, en plus de raser les crânes de tous ses membres, devient aussi lui aussi une sorte de skinhead quand il revient à la fin. Le Fight Club et le projet Chaos qui en suit sont le totalitarisme par excellence, comme le définit Hannah Arendt. Une oppression qui, par souci d'efficience, transforme une émancipation individualiste en une perte collective d'individualité, la destruction de la sphère privée des membres et la primauté de l'obéissance au plan, plutôt qu'aux raisons pour lesquelles ce plan existe. Et cette allégeance au leader suprême renvoie à la devise officielle des États-Unis, In God We Trust, qui est imprimée sur chaque billet de banque, établissant aussi un parallèle entre Dieu et le dollar. Principe même du capitalisme, qui est lui-même un paradoxe, puisque les 10 commandements ordonnent « Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ». Profanant ainsi une phrase sainte en les mettant sur les presque 40 milliards de billets qui sont actuellement en circulation.
Un autre parallèle qu'on peut faire avec la religion, Tyler étant leur nouveau dieu, c'est celui de passer d'un fanatisme religieux, celui du christianisme pour les USA, à l'autre, passant par la même occasion du dollar à Tyler, du capitalisme à la secte. Et justement, la première chose que fait Tyler au Fight Club est d'en énoncer les 8 règles, ou les 8 commandements. The first rule of Fight Club, second rule of Fight Club, third rule of Fight Club, fourth rule, fifth rule, sixth rule, seventh rule, and the eighth and final rule. Une des premières choses qu'il va faire aussi, c'est de lui donner un nom. Welcome to Fight Club. Le transformant donc en produit au même titre que les produits Ikea du narrateur, et lui donner des règles alors qu'il prône l'anarchie, donc l'absence de règles, encore un paradoxe. Un autre paradoxe, c'est que le système égalitaire qu'il crée, où tous les participants sont égaux et se ressemblent, est basé sur des combats, où il y a toujours un gagnant et un perdant, donc une inégalité profonde. Tyler est vu comme un marionnettiste contemplant ses sujets d'en haut depuis sa tour d'ivoire, prenant la place en hauteur des dirigeants d'entreprises des méga-corporations qu'il déteste pourtant. Il porte des lunettes de soleil Oliver People à 500 $, des mocassins Gucci à 1000 $ et des costumes de trader. À l'opposé exact de ce qu'il prétend défendre. Le tout habillé en bleu et rouge avec des étoiles blanches, comme un drapeau américain sur pattes. Pareil avec les brûlures d'acide qu'il fait à chacun de ses disciples. Il propage ce qu'il faisait avant dans son métier de projectionniste, où il brûlait la pellicule. In the industry, we call them cigarette burns. Transposant ce contre quoi il luttait, le travail, à sa société pseudo-idéale. En faisant un peu attention, en fait, on se rend compte de l'absurdité totale de sa secte, où il dit tout le temps tout et son contraire. I see in Fight Club the strongest and smartest men who've ever lived. I see all this potential. Listen up, maggots. You are not special. Le Fight Club se rêve être une nouvelle société où il n'y a plus de différence, puisque tout le monde y est identique, ne possède plus rien et n'a plus de nom. Mais cette utopie communiste d'égalité parfaite, où il n'y a plus d'argent parce qu'ils détruisent les sociétés de crédit, se retrouve à reproduire exactement ce qu'on avait au début avec la société de consommation, où tout le monde finalement avait les mêmes affaires et le même salon. Encore un paradoxe. Pareil, alors que le Fight Club se dit être aveugle aux différences, Bob, celui qui sort de la norme imposée, le seul qui est gros, qui a des attributs féminins avec ses seins, le seul qui porte un t-shirt pendant les combats, ce qui est pourtant interdit par la 6ème règle, est précisément le seul qui meurt. Alors que Tyler prétendait que tous ceux qui étaient hors de la norme n'avaient pas leur place dans la société, bien finalement dans la sienne non plus, reproduisant encore les travers de ce qu'il condamnait plus tôt. Mais cette façon de faire tout et son contraire se retrouve aussi dans la façon de mêler autant l'imagerie nazie que l'imagerie communiste, qui a pour idéal d'abolir la propriété privée, les classes populaires se révoltant contre la classe patronale. The people you are after are the people you depend on. We cook your meals, we haul your trash, we connect your calls, we drive your ambulances, we guard you while you sleep. Comme l'explique d'ailleurs Brad Pitt dans le commentaire audio. Just wanted to have that Chinese propaganda rhetoric feel when they're driving around in the jeeps and being blasted over the loudspeakers. Mais en fait, par-dessus tout, Fincher assimile directement les actes de Tyler à du terrorisme. Parce que le van blanc qui doit exploser dans le parking de la tour est le même que celui qui avait été utilisé dans l'attentat de 1993 au World Trade Center, qui était une camionnette de location, comme l'explique David Fincher. We wanted to pay homage to the World Trade Center bombing by having this be a budget rent-a-truck, but budget wouldn't give us the little stickers to put on the keys and stuff. Cette façon de jamais savoir sur quel pied danser, d'avoir l'impression de jamais pouvoir faire confiance à ce qu'on voit par rapport à ce qu'on nous dit tout et son contraire est en fait présent dès le début, puisque le narrateur nous raconte toute l'histoire en flashback. And suddenly, I realized that all of this has got something to do with a girl named Marla Singer. Alors qu'à ce moment-là, il est au courant que Tyler n'existe pas, mais il nous raconte quand même l'histoire en prétendant qu'il est bien réel. Tenez, un autre truc qu'il y a dans cette séquence d'ouverture, quelque chose que j'ai l'impression que personne n'a jamais relevé à part Stéphane Boulet dans son bouquin, c'est que la minuterie de la bombe dans le van blanc, celle que le narrateur arrête à 25 minutes 10 plus tard dans le film, elle est toujours active et elle nous montre 2 minutes 45. Donc ça veut dire que soit le bâtiment où ils sont va exploser dans quelques secondes parce que Tyler a remis le fil juste avant de sortir du van et c'est pour ça qu'il est en retard de quelques secondes par rapport à l'explosion des autres bâtiments, soit que c'est encore un mensonge du narrateur. Par petites touches, Fincher nous dit de systématiquement remettre en question ce qu'on nous dit, surtout qu'on peut absolument pas faire confiance à ce narrateur qui a clairement une maladie mentale. Le film passe son temps à dire au spectateur d'interroger ce qu'on lui montre, et donc par extension de faire ça aussi dans sa vie de tous les jours. Comme pour la société de consommation, les sbires du Fight Club ne semblent jamais remettre en question le langage des autorités, et ils savent que recracher bêtement les mots de leur leader, comme des fanatiques, leur cerveau aussi lavé et zombifié que le narrateur au début. This is a man and he has a name, and it's Robert Paulson. His name is 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 Robert Paulson.
Ils sont plus qu'un ensemble, et toute individualité leur a été enlevée. Ils ne sont plus, eux aussi, qu'une copie d'une copie d'une copie, virtuellement indifférenciables les uns des autres, autant que leur discours est une copie de celui de Tyler. Sooner or later, we all became what Tyler wanted us to be. Ils sont devenus eux aussi des produits faits à la chaîne, qu'on retrouve finalement dans tout le pays, puisque Tyler y a établi des franchises du Fight Club. Tyler had been busy, setting up franchises all over the country. À nouveau, on a les mêmes termes qui sont employés pour la société de consommation et pour le Fight Club. Tout n'étant qu'un miroir, une copie de l'autre, une répétition. I was living in a state of perpetual déjà vu. Everywhere I went, I felt I'd already been there. Comme le film termine exactement là où il a commencé, comme une boucle éternelle, répétition d'un même cycle. I think this is about where we came in. Pareil, Tyler explique que les hommes ont été émasculés par la société. Generation of men raised by women. We're still men. Yes, we're men. Men is what we are. Mais finalement, il devient à son tour celui qui émascule, que ce soit directement lui au Fight Club, ou dans les menaces qu'il fait au chef de la police. These guys are gonna take your balls. Une émasculation qu'il a demandé à ses sbires de répercuter. You said if anyone ever interferes with Project Mayhem, even you, we gotta get his balls. Tout n'est que répétition des schémas, comme la première règle du Fight Club est la même que la deuxième règle. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Comme le projet KO est une répétition du Fight Club, où les gens ne savent que se répéter encore. Sir, the first rule of Project Mayhem is you do not ask questions, sir. First rule of Project Mayhem is you do not ask questions. Sir, the first rule of Project Mayhem is you do not ask Right. First rule of Project Mayhem. Pareil, le narrateur et Tyler sont des répétitions d'eux-mêmes, puisqu'ils sont la même personne, une copie d'une copie d'une copie, un stéréotype, de façon très littérale. C'est un terme qui définit à la base en imprimerie la reproduction d'un texte en série qu'on retrouve donc identique partout, comme les franchises Starbucks ou du Fight Club, comme on retrouve partout, avant même qu'il arrive, des images subliminales de Tyler et qu'on le voit même à la télévision, littéralement, dans une publicité. Tyler en fait est un produit publicitaire. Comme la cigarette qu'il propose au départ au narrateur et qui refuse avant de plus pouvoir sembler s'en séparer jusqu'à la fin du film, s'étant transformé en un besoin vital, comme Tyler. You can't smoke in here. I wanted to breathe smoke. Le narrateur en fait va intégrer Tyler dans sa vie parce qu'on lui en a fait avant la publicité à travers les images subliminales, au même titre que les logos qui parsèment le film. Parce qu'il l'a vu quelque part et qu'il en exprime à présent le besoin, comme il le faisait pour tout le reste dans sa vie. I had to have it. Tyler and I just made it visible. It was on the tip of everyone's tongue. Tyler and I just gave it a name. Tyler est un produit dont le nom est lui aussi omniprésent, qui est dit 82 fois dans le film. Tyler Durden. Tyler Durden. Tyler Durden. Tyler Durden? Tyler Durden. 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 You. Tyler. 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 Tyler Durden. Planet Tyler. Et comme l'explique Brad Pitt dans le commentaire audio, les images subliminales au départ, ça a justement été inventé comme un processus publicitaire pour essayer de mettre des images dans le cerveau des gens pour les faire acheter les produits en question. C'est ça qui est génial, c'est que le film s'interroge dans le fond sur l'appareil publicitaire en utilisant justement la forme. Quelque chose qui est d'autant plus important parce que David Fincher à la base, il est réalisateur de publicité, donc il connaît parfaitement ce milieu. I never took advertising seriously enough to be worried about whether or not there was any kind of moral ambiguity. I mean, I think that this film probably more accurately depicts my take on advertising and what it provides for society. Tyler fonctionne ainsi comme une publicité ambulante, la même dont il se moque dans le bus, alors que ça pourrait être très bien le corps de Brad Pitt là, qui a justement commencé sa carrière par une publicité pour Pringles où il était torse nu. Et c'est pas pour rien qu'immédiatement après cette scène, quelques secondes plus tard, on le voit torse nu, exactement comme dans la publicité. D'ailleurs, on a l'impression qu'il parle qu'avec des répliques qui sont construites comme des slogans publicitaires, qui réduit des notions complexes à des phrases facilement identifiables et répétables ad nauseam, comme un génie du marketing. Things you own end up owning you. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. Sticking feathers up your butt does not make you a chicken. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. Comme le placement de produits dont il abuse, Fincher va intégrer au film tous les sujets qu'il attaque, en utilisant contre le système les outils du système, exactement comme le narrateur tue Tyler avec son propre pistolet.
Soulignant le paradoxe absolu de son film, non pas par cynisme, mais pour nous le faire remettre en question perpétuellement, et à travers lui, le discours que Tyler nous assène sans arrêt, et qui a tendance à nous faire avoir des étoiles dans les yeux. Et c'est là qu'il est absolument génial. Pareil, le fait d'avoir choisi Brad Pitt, l'image parfaite de celui que la société nous a appris à envier. All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck. Parangon de la star hollywoodienne, le plus beau, le mieux payé, et celui qu'on voyait à l'époque dans toutes les publicités. De l'avoir choisi lui pour jouer justement celui qui explique qu'il faut faire exploser le système et vivre dans la misère la plus totale, c'est la cerise sur le gâteau de l'aspect satirique du film. Mais cette remise en question de ce qui nous martèle, on est censé s'en rendre compte pendant la scène où le narrateur défonce Jared Leto, qui est le moment de rupture, là où le chef outrepasse ses propres règles. Third rule of Fight Club, someone yells stop, so his limp taps out, the fight is over. En fait, c'est là où le spectateur devrait modifier son point de vue, accompagnant la caméra qui nous montre que le narrateur marche très littéralement sur la tête. Mais à ce moment-là, on est tellement fasciné, tellement endoctriné par Tyler qu'on refuse de voir que c'est allé trop loin, ou du moins au premier visionnage. Mais en fait, on aurait dû s'en rendre compte bien plus tôt que le narrateur outrepasse ses propres règles, puisque dès le début, il nous parle du Fight Club à nous, spectateurs, brisant donc les deux premières règles qu'il avait lui-même érigées. Tyler gave the rules that he and I decided. Cette remise en question des figures de pouvoir charismatiques destructrices, étrangement, c'est ce qu'on a exactement dans Le Lauréat, où Dustin Hoffman, comme le narrateur de Fight Club, est tout autant effacé au début. Pur produit de la société, lauréat d'une des plus grandes universités du pays, prêt à en devenir un parfait petit rouage. Mais il se fait pervertir par Kukukachu Mrs. Robinson, qui va lui faire découvrir les joies du plaisir sexuel, avant d'apprendre à se détacher autant d'elle, qui l'emmène sur la voie du chaos, que se détacher de l'emprise de la société et le prédéterminisme sur lequel il était embarqué, littéralement sur un tapis roulant qui le portait dans la vie pendant le générique. Encore un générique qui symbolise le protagoniste. C'est pas pour rien d'ailleurs que le narrateur croise pour la première fois Tyler justement sur un tapis roulant. Et les deux films ont la même fin ouverte, avec un homme et une femme côte à côte, séparés par un montant vertical, le monde et ses carcans semblant s'être détruits autour d'eux derrière une grande baie vitrée. Et ce film a beaucoup inspiré l'équipe de tournage, comme le raconte Edward Norton. This is kind of just like The Graduate. It's the story of sort of entering the adult world and feeling out of sync with the value system that you're expected to engage in. And I think The Graduate is very much about a guy who, obviously, who's out of sync with what he's expected to plug into. The thing I love about The Graduate is that at the end it's so ambiguous. It's no clear-cut victory, or it's not they're smiling, heading off in the bus together, and you know they're going to be happy forever. It's something Fincher and Brad and I used to talk about a lot. Fight Club's very much a story about a guy feeling disconnected and numb in the face of the value systems, who, through Tyler, like Mrs. Robinson, goes off and basically explores his more nihilistic impulses, his impulses toward just saying fuck you to the whole thing. Oh, juste avant de passer à la suite, je profite de vous avoir pour vous dire que ça y est, mon deuxième tome d'analyse du cinéma de Spielberg est enfin sorti en librairie, sur internet, partout. Ça s'appelle L'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster, volume 2. Donc s'il vous plaît, faites-en l'acquisition, j'y analyse les 35 films de Spielberg entre le tome 1 et le tome 2, exactement comme sur les vidéos de ma chaîne, et encore plus en profondeur, avec 850 illustrations sur plus de 500 pages, 1000 pages sur les deux tomes. Vous trouverez en description un lien de commande Fnac avec qui j'ai un partenariat, donc je vous dis merci de votre attention, et on revient à Fight Club. On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to 0. Le nihilisme qui est au cœur de Fight Club est la fondation de la société moderne et de son cynisme, où plus rien n'a d'importance car tout est sujet à plaisanterie, comme les commentaires des agents d'assurance sur les victimes de l'accident. The teenager's braces are wrapped around the backseat ashtray. Might make a good anti-smoking ad. Et ce nihilisme, on le retrouve au cœur des écrits d'un philosophe allemand que tout le monde connaît. Tyler, on sort of a philosophic, political level, he definitely represents sort of, I think, a very Nietzschean impulse toward the idea of nihilism as a practical approach. I mean, it's a lot like sort of Nietzsche's Zarathustra. It's the idea that nothing can change in a positive way unless a lot of the old values are ripped down. What gets explored in this film is the idea that nihilism is a very sexy idea when you're young and feel frustrated, but that becoming mature means recognizing the practical limits and in some ways the hypocrisies that nihilism lends itself to. Fincher va en fait nous demander de remettre en question tous les concepts nietzschéens que prône le film, de la libération par la souffrance à la volonté de puissance, en passant par le surhomme, le Übermensch, version idéale et absolue de l'être humain qu'incarne parfaitement Tyler. All the ways you wish you could be, that's me.
C'est un concept que Nietzsche développe justement dans son Ainsi parlait Zarathustra qu'évoquait Edward Norton, et où Nietzsche développe un autre concept moins connu mais qui est à la base de Fight Club, c'est l'éternel retour. C'est-à-dire que l'on vit dans une sorte de boucle infinie tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il fallait la casser pour pouvoir en sortir. Une boucle où finalement tout n'est qu'une copie d'une copie d'une copie. Il faut réaliser que ce que Tyler propose en voulant détruire les compagnies de crédit, finalement ça ne traite qu'un symptôme, mais absolument pas la cause du mal. C'est une réponse simpliste d'adolescent à de vrais problèmes. Et même sa tirade sur le fait que Dieu nous déteste renvoie au Dieu est mort de Nietzsche. You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, he hates you. I mean, it's so obviously about what goes wrong when a bunch of frat boys start taking themselves too seriously. When a bunch of like, undergraduate fraternity guys who have read a little too much Nietzsche start shaving their heads the same and wearing the same uniform. Le narrateur et Tyler vont être perpétuellement montrés comme deux opposés absolus. Donc paradoxalement en miroir. L'un tout du long en vert, alors que l'autre est en rouge. Deux couleurs opposées, mais aussi complémentaires. Faisant écho à leur première rencontre où ils vont tous les deux dans deux sens opposés. L'un est matérialiste, capitaliste et introverti, alors que l'autre est minimaliste, anarcho-communiste et extraverti. Reject the basic assumption of civilization, especially the importance of material possession. Le narrateur est un rouage de la société, alors que Tyler est en marge. Littéralement, puisqu'il marche dans le caniveau alors que le narrateur est sur le trottoir. Sur la voie pavée, au sens propre et figuré. L'un ordonne parfaitement son appartement, alors que l'autre organise le projet chaos, en radicale opposition avec l'ordre absolu voulu par le narrateur. Close to being complete. Then we all go back to zero. You'll create total chaos. Le narrateur suit les règles, alors que Tyler les crée. L'un constate des accidents de voiture, alors que l'autre les crée. Le narrateur passe en fait d'une emprise à l'autre, de celle de la société de consommation à celle de Tyler, qui lui dit aussi quoi faire et quoi dire. This conversation is over. Finalement tout aussi délétère l'une que l'autre. Luttant contre l'une, puis contre l'autre, pour enfin se rendre compte qu'il se battait contre lui-même. Et une fois qu'il a accepté ça, il peut enfin commencer à aller de l'avant, plutôt que de tourner en rond, comme le film qui donc commence et finit au même endroit, comme sa nouvelle vie commençait par l'explosion de son appartement, et se termine par l'explosion des buildings. Comme il enquêtait sur des accidents, il se retrouve dans un accident, toujours dans l'éternel retour théorisé par Nietzsche. Tyler n'est que surface, il dit toujours ce qu'il pense, toujours au premier degré, et il a toujours une image parfaite, alors que le narrateur n'est que profondeur. Finalement celui qui se soucie le moins de son image, ayant toujours une sale gueule, et il va jamais dire la vérité. C'est là où l'utilisation de la voix off est en fait ultra thématique, comme le révèle Edward Norton dans le commentaire audio. Tyler is just all unrestrained, blunt statement of everything. There's very little beneath the surface with Tyler, because he's basically just an id, just charging forward, you know. He's all about the purity of impulse and expression, and my character is all repressed impulses, unstated things. I mean, that's why I love the device of the voiceover, that one thing gets said and then the truth gets heard inside his brain, you know. He can rarely say what he's really thinking. Et la voix off, comme le fait de briser le quatrième mur, sont aussi une façon de nous dire que si en apparence le film s'adresse à nous directement, nous donnant l'impression d'être quelqu'un de spécial, en fait il ferait pareil qu'on soit ou non devant l'écran. Réfléchissant encore au statut du spectateur quand un produit comme une publicité s'adresse directement à lui. J'aide. Vous aidez? Oui, j'aide. J'aide à construire des écoles. Aujourd'hui en Afrique, et demain, c'est ça une femme du monde, non? Vous êtes vraiment une femme Barbara Gould. Et le fait que le twist nous explique que le narrateur nous manquait depuis le début alors qu'il s'adressait directement à nous, redouble cette mise en garde de Fincher par rapport aux images qu'on nous montre à voir. La publicité en premier lieu. Rapide asperge, c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et 2 minutes après, vous passez à table. Et il utilise cette façon de briser le quatrième mur, qui est très utilisée dans les publicités à nouveau, contre lui-même, puisqu'il nous montre les rouages de son film, et donc de tout le système, en nous montrant le principe des images subliminales qu'il a lui-même utilisées avant. Et aussi le principe des cigarette burns pour nous rappeler que tout ça n'est qu'un film, une fiction, un montage qu'il faut remettre en question. Pour un film qui parle de double, il crée lui-même un double de son film dans la fiction, où fiction et réalité, comme dans la vie du narrateur, deviennent inextricables l'une de l'autre. Puisque l'image subliminale de pénis que mettait Tyler dans le film pour enfants se retrouve dans Fight Club à la fin, créant encore un serpent qui se mord la queue, un éternel retour. Et cette déconstruction très frontale du cinéma est d'ailleurs un hommage au persona de Bergman, où on avait aussi deux personnages, qui sont deux faces d'une même pièce, et où on ne sait plus laquelle est laquelle. Le film commençant et s'arrêtant sur la lampe à arc d'un projecteur qui s'allume,
et où on voit toute l'équipe qui tourne le film. D'ailleurs, l'utilisation de l'image subliminale de fin vient de là, puisque Bergman faisait pareil. Mais en fait, tout Fight Club est inextricable de l'univers du cinéma, jusqu'au nom qu'utilise le narrateur. Thank you, Travis. Which was an ode to Travis Bickle. There was a period where I was going to have all of the fake names that he uses be names from De Niro characters in the 70s. I had Travis and Rupert, but then Cornelius got in. So it ended up sort of a melange between De Niro performances of the 70s and the Planet of the Apes. Travis dans Taxi Driver et Rupert dans La Valse des Pantins sont deux personnages qui vont créer le chaos et qu'il faut surtout pas prendre au premier degré. The idea of, Edward Norton as Travis Bickle, this guy who's right on the verge of exploding. Pareil, l'utilisation des noms de la planète des singes, c'est pas anodin, parce que c'est un des plus grands twists de l'histoire du cinéma, où justement on a aussi cette idée de singe de l'espace. Fight Club assume totalement d'être lui-même un film. Can't think of anything. I still can't think of anything. Flashback humor. Au point où Fincher y a inséré des titres de films mettant en scène Brad Pitt, Edward Norton et Helena Bonham Carter. Where you see 7 Years in Tibet on one of the marquees. In the background there's a marquee for Wings of the Dove and People vs. Larry Flint. Ces personnages sont prisonniers à l'intérieur d'un produit marketing dans lequel ils sont eux-mêmes prisonniers des produits marketing et tentent de s'en sortir en refaisant finalement exactement la même chose que ce qu'ils subissaient avant. Et très littéralement, on fait sur le film ce qu'on fait sur le personnage. C'est là où ce film est un chef-d'œuvre, parce qu'il menace perpétuellement de s'effondrer sur lui-même en abolissant toutes les barrières entre la réalité et la fiction. Une idée qui est montrée d'ailleurs de façon très frontale par Fincher pendant le monologue de Tyler, où la pellicule menace de dérailler du projecteur quand il s'adresse directement à nous. Et cette façon de dire que le film se passe entièrement dans la tête du narrateur pour nous montrer son mode de pensée, comme la projection mentale 30 étages plus bas où il visualise la camionnette, comme il visualise son appartement en train d'exploser, tout ça de façon totalement virtuelle, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans Seven, où Fincher utilisait aussi le générique pour nous montrer le processus de pensée du tueur. Exactement comme il utilise ici le générique pour nous montrer très littéralement les pensées du narrateur. Et justement, l'utilisation assez extrême des images de synthèse ici souligne la virtualité totale des environnements du narrateur, dont il semble détaché à raison puisque sa vie est réellement artificielle. Son appartement est totalement numérique et rien n'y est réel. Et même la scène de sexe avec Marla est entièrement virtuelle, puisqu'elle a été créée par la même technique que le bullet time dans Matrix, en la recréant numériquement par photogrammétrie à partir d'appareils photo répartis tout autour des acteurs pour pouvoir tourner autour. Si tout était entièrement analogique et matériel chez le tueur dans Seven, ici, par opposition, tout est numérique et rien n'est palpable, nous montrant deux personnages complètement déconnectés de la réalité, mais à deux extrémités du spectre. Et d'ailleurs, l'utilisation des images de synthèse dans des environnements réels fait que, en tant que spectateur, exactement comme le narrateur et comme le film, on ne sait plus faire la différence entre la réalité et la fiction, mêlant parfaitement encore le fond et la forme. Le but de Tyler est de détruire les compagnies de crédit bancaire, ce qui crée de l'argent virtuel qui l'est tout autant que les images numériques virtuelles du film, qui le sont tout autant que Tyler lui-même, qui n'existe pas non plus. On a donc à la fin une mise à mort de deux systèmes miroirs qui tentent de gangréner et asservir leur hôte. Fin de la souveraineté du système bancaire sur la population d'un côté, et fin de la souveraineté de Tyler sur le narrateur de l'autre. D'ailleurs, le générique de début, qui nous montre la création d'une idée à partir d'un éclair électrique dans les synapses, nous interroge aussi finalement sur la réalité, la tangibilité d'une émotion ou d'une idée, puisqu'elle est faite que de courants électriques. Et ces images de corps humain, donc, évoquent aussi celle de la propagation d'une maladie, faisant un parallèle entre la propagation d'une maladie et la propagation d'une idéologie, comme on l'avait vu pour les cellules de la créature dans The Thing. On retrouve cette idée dans la façon dont Tyler agit, comme un cancer dans le corps du narrateur, qui est d'ailleurs appelé Jack dans le scénario. I am Jack's colon. I get cancer. I kill Jack. Au départ, il est de simples images subliminales. Et peu à peu, il va prendre de plus en plus de place et parasiter toute sa vie. Comme le Fight Club lui aussi va se multiplier comme des cellules cancéreuses et atteindre tout le pays. Do you know there's a Fight Club up in Delaware City? Is it true about Fight Club in Miami? Is Mr. Durden building an army? Et le principe même de l'armée qu'il se crée peut se transposer à la bataille au sein du corps humain des cellules cancéreuses contre leur hôte. D'où le rapport étroit à l'hôpital dans le film, où on voit justement une des apparitions subliminales de Tyler, et dans les poubelles duquel ils vont récupérer la graisse humaine. Parce que, comme Tyler, le cancer c'est un double de nous-mêmes. Une de nos cellules qui change de forme et se met à nous faire du mal, se multipliant de façon incontrôlée, exactement comme les cellules du Fight Club, entraînant une lente dégradation de notre état et une lutte à mort dont un seul des deux peut survivre. Exactement comme Tyler face au narrateur. Mais finalement, que ce soit l'appartement totalement aseptisé et numérique du narrateur, ou la maison en ruine dégueulasse de Tyler qui est sur Paper Street, donc une rue qui n'existe pas,
l'une comme l'autre n'ont aucune matérialité, créant un miroir et une union des extrêmes qui va être finalement ce vers quoi va tendre tout le film. Un autre grand paradoxe de Fight Club, c'est d'avoir la renommée du plus pur film de mec, au point d'être devenu un gros red flag pour pas mal de nanas à qui leur date expliquerait que c'est leur film préféré, et à qui Mel Gibson a même donné un prix pour ça. Join in these festivities. To begin with, we pay homage to the classic, a guy film, Fight Club. Now this film celebrates its 10th anniversary this year, and tonight takes its rightful place in the Guy Movie Hall of Fame. Heroes who remind us not only what it means to be a man, but lest we ever forget what it means to be a guy! We say to all demancipators, they can take away our lives, but they can never take away our balls! Au départ, le film nous explique que Tyler va servir au narrateur à apprendre à redevenir un homme alors qu'il se sentait émasculé, se retrouvant au sein d'un groupe d'hommes ayant perdu leurs testicules et se réfugiant dans les bras de Bob, ancien champion de bodybuilding, donc un vrai mec, mais qui a maintenant des attributs féminins. Pareil, il a une conversation à l'aéroport sur le fait qu'il est ou non un substitut à son appareil génital perdu. Tandis que Marla en a un énorme chez elle, et place sa cigarette sur son entrejambe. Quelque chose qui est d'ailleurs parfaitement conscient de la part de Fincher. The cigarette became this like perfect kind of, tiny, thin, white phallic symbol just smoldering. En lui palpant les seins, le narrateur ne ressent littéralement rien. Feel anything? You feel nothing. No, nothing. I'm neutral in her book. Tandis que de son côté, Tyler, en plus de menacer de couper les couilles de tout le monde, parle de castration. You know, man, it could be worse. A woman could cut off your penis while you're sleeping and toss it out the window of a moving car. De soucis érectiles. Viagra. Qui pense qu'être un homme, c'est rajouter des bites dans des films pour enfants. A nice big cock. Tyler, comme l'explique Fincher, c'est le mec avec l'entrejambe en feu. Celui qui surcompense sa masculinité en portant un Marcel fait d'images de femmes à poil. He's wearing this tank top and it's basically like a photo collage of pornography. All these naked women, with their legs spread and covered with pornography. Ce qui est d'autant plus paradoxal parce que lui et le narrateur ont très clairement une relation homosexuelle sans jamais se l'admettre. Okay. What are we celebrating? We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. D'autant que, désolé, mais la 6ème règle du Fight Club, c'est le truc le plus gay du film. Sixth rule, no shirts. Quelque chose qui est parfaitement conscient chez Fincher. I love the post-coital smoke. Yeah, it's touching. Mais en fait, ce questionnement sur la masculinité, ça traverse l'œuvre de Fincher. Depuis l'inversion de genre de Ripley dans Alien 3, qui se débarrassait de ses atours féminins dans une prison composée uniquement d'hommes ayant justement un chromosome double Y, All double white chromos. Donc sans la partie féminine qui vient du chromosome X, à Lisbeth Salander dans Millennium, qui fait tout ce que le héros masculin, pourtant littéralement James Bond, ne peut pas lui-même faire, et se venge de celui qui profitait d'elle dans tous les sens du terme, en prenant cette fois possession de son corps à lui. Pareil pour Amy dans Gone Girl, qui va utiliser les stéréotypes de la demoiselle en détresse pour flouer le monde entier qui croit encore à cette image véhiculée par la société, et que Fincher a passé sa filmographie à remettre en question. Lui-même n'étant pas du tout le bonhomme auquel s'attendait Helena Bonham Carter en lisant le scénario. Actually, what struck me about Fincher was he's particularly soft and feminine. It was so completely unlike what I'd expected. I thought I'd get a very, full 150% testosterone sort of macho, possibly somewhat immature. Et de l'autre côté de sa filmographie, on a Grace Smith dans Zodiac et Mark Zuckerberg dans The Social Network, tous deux aux antipodes de la masculinité de Fight Club. Mais tout autant toxique chez Zuckerberg, qui projette dans Facebook toute la frustration de s'être fait larguer par sa copine, et s'enferme dans une tour d'ivoire qui lui donne une fenêtre sur l'objet de son désir, érigeant tout son empire sur une frustration sexuelle, qui est parfaitement résumée par la scène de fin, qui le montre désespérément seul, attendant une réponse de son ex à sa demande d'amis, rafraîchissant en vain la page toutes les 30 secondes, dans un éternel surplace. Il est à ce moment-là entièrement passé du côté du virtuel, où même la photo de profil de son ex ne le regarde pas, et son ancien meilleur ami n'est plus qu'une chaise vide en face de lui. Les personnages féminins sont toujours au centre des intrigues chez Fincher, même quand il s'agit que d'histoires de mecs. Et c'est qu'en revoyant le film qu'on se rend compte de l'importance cruciale du personnage de Marla, alors que le narrateur nous avait pourtant averti qu'elle était au centre de tout. And suddenly, I realized that all of this has got something to do with a girl named Marla Singer. À travers elle, le film va poursuivre son questionnement sur la remise en question de ce qu'on nous montre et ce qu'on perçoit.
Parce qu'au premier visionnage, on déteste Marla, qui a l'air d'une folle hystérique, qui pète des plombs pour rien contre le narrateur, et qui vient le faire chier jusque chez lui alors qu'il a rien demandé. She invaded my support groups, now she'd invaded my home. What are you doing here? What? This is my house. What are you doing in my house? Fuck you. You're Dr. Jekyll and Mr. Jackass. Mais au deuxième visionnage, quand on a la perspective que c'est celui qui est en train de coucher avec elle qui la traite comme de la merde, on est en empathie totale avec elle. You know what? I really think it's time you got out of here. Don't worry, I'm leaving. Yeah, not that we don't love your little visit. You know, you are such a nutcase. I can't even begin to keep up. Thanks. Bye. Comme Tyler, en fait, c'est un autre personnage pour lequel on éprouve au premier abord des sentiments complètement opposés à ceux qu'on devrait avoir. Là où Marla est centrale, c'est que, comme Tyler, elle est aussi la personne que le narrateur aimerait être dans son détachement, dans la façon dont tout semble lui couler dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Elle le fascine autant que Tyler, et il ne crée finalement Tyler qu'en réponse à la présence de Marla, pour pouvoir coucher avec elle, ce qu'il n'ose pas faire en tant que lui-même. Sa fascination pour Marla, cette femme qu'il ne peut pas avoir, se change alors en haine. If I did have a tumor, I'd name it Marla. I'm gonna grab that little bitch Marla Singer and scream. Marla, you liar! Marla doesn't need a lover. She needs a fucking caseworker. If only I had wasted a couple of minutes and gone to watch Marla Singer die, none of this would have happened. Il devient le prototype parfait de l'incel, un terme qui est apparu précisément en 1999 et s'est popularisé dans les années 2010, qui désigne le célibat involontaire, celui qui va haïr les femmes parce qu'il ne peut pas lui-même en avoir. Et c'est ça que dissèque Fincher. Mais en fait, au lieu d'apprendre à devenir bêtement un homme, le narrateur de Fight Club, comme Benjamin Braddock dans Le Lauréat, va apprendre à devenir humain. C'est ça la clé du film, savoir naviguer dans les eaux sombres de l'entre-deux, ne pas aller totalement dans l'ultracapitalisme, ni dans l'anarchie la plus totale ou le fascisme, et apprendre à accepter sa part féminine. Fincher nous dit que l'humain est une créature complexe et qui fonctionne jamais dans les extrêmes. Et justement, Marla, qui au départ est montrée comme un défouloir sexuel aux excès de testostérone, va rétablir l'équilibre dans le monde du narrateur. C'est la seule qui le maintient dans la réalité tout du long et l'empêche de basculer dans la folie totale. No, wait. What were you saying? Don't change the subject. I want to talk about this. Autant que Tyler, elle est le miroir du narrateur. Elle aussi en marge, errant comme un fantôme. Elle aussi imposteur. Impostrice au sein des groupes de parole. Aucun des personnages n'est finalement ce qu'il prétend être, renvoyant perpétuellement au mirage des apparences et la dichotomie entre ce qu'on nous dit et la vérité. Mais contrairement au narrateur, Marla se ment pas elle-même. À moins que... Ça nous amène à un point un peu particulier qui est de savoir si finalement, est-ce que Marla existe vraiment? Bon, je suis pas le premier à en parler, hein, je vous renvoie aux excellentes vidéos d'Exitium et Ex Materiae que j'ai mis en description à ce sujet, mais Marla et Tyler sont vraiment très semblables, comme le note d'ailleurs Helena Bonham Carter elle-même. I know we sort of very briefly explore possibilities of similarities between Tyler and Marla. I mean, they both certainly have a very particular dress style, but both challenge the main character. Dans le sens où ils ont tous les deux un manteau de fourrure, ils sont tous les deux littéralement dans la tête du narrateur, elle va cracher de la fumée quand on la voit pour la première fois, et quand le narrateur se fait brûler la main, donc est une extension de lui-même. Et ça sera aussi la dernière chose qu'on verra faire Tyler, l'un finissant là où l'autre commence. D'ailleurs, une des images subliminales de Tyler se superpose à Marla. Et les deux personnages font des devoirs à la maison. The girl had done her homework. What are we doing? Homework, sir. Et le parallèle est direct puisque Tyler crée une étincelle dans le cerveau du narrateur, celle de la peur, de sa première vraie émotion, comme il crée l'étincelle qui fait exploser son appartement, début de sa nouvelle vie forcée, et Marla va symboliquement faire la même chose, puisque son arrivée bouleverse la vie du narrateur. Et c'est montré avec 7 inserts de son briquet qui crée une étincelle symboliquement dans la tête du narrateur. Exactement comme c'est sa voix au téléphone qui semble déclencher l'explosion. Quelque chose qui était conscient de la part de Fincher. We talked about that when we were writing the script about how her voice should trigger the explosion. Yeah. Hello. See, thematically speaking. Et elle est perchée sur l'épaule du narrateur, comme une idée qu'il a derrière la tête, en arrière-plan, comme un petit diablotin dans un cartoon, exactement comme Tyler, qui n'a pas du tout sa place dans cet endroit, sur un chariot dans un service d'urgence. Comme Marla n'a pas sa place dans un endroit qui est réservé aux cancéreux des testicules, mais ça perturbe personne quand elle arrive là. This is cancer, right? Tout comme elle fume dans les groupes de cancer pour le poumon. Pareil, elle a l'air de pouvoir traverser la rue en plein trafic sans regarder, comme si les voitures ne pouvaient pas lui faire du mal. Un parallèle avec Tyler qui tripote les plombs dans la cave avec des pieds dans l'eau comme s'il était immortel. On retrouve aussi les mêmes plans symétriques entre Tyler et le narrateur qu'entre Marla et lui. Et elle finit ses phrases. When people think you're dying, man, they really listen to you instead of just waiting for their turn to speak. D'ailleurs, si le narrateur, Marla et Tyler sont la même personne, c'est peut-être pour ça qu'ils sont les 3 seuls personnages du film à fumer.
ou à porter des lunettes de soleil. Encore une fois, tout n'est qu'une copie d'une copie d'une copie, où on nous montre le narrateur et Marla face à un miroir brisé, les dédoublant, comme un esprit fragmenté. Non. Marla est réelle. Elle a des interactions avec d'autres personnages. Elle interagit avec la caissière dès le début. Pour lui vendre des vêtements d'homme. Puis les interactions avec les autres personnages, c'est pas si important, puisqu'au final c'est toujours le narrateur qui réalise ses actions. Marla existe parce qu'elle a des interactions avec Tyler. Pourtant, les deux personnages ne sont jamais dans la même pièce. Tyler and Marla were never in the same room. La seule fois où les deux personnages sont dans la même scène, Marla est la seule à parler. Tyler ne répond jamais. Puis t'as remarqué qu'aucun de ces personnages n'a de reflet dans le miroir de leur lieu de rencontre? Marla est réelle, elle est dans les suites en bande dessinée. Ouais, mais la suite n'existait pas avant la sortie du film. Donc Fincher raconte ce qu'il veut dans son film. Et s'il a décidé de faire de Marla une illusion, c'est son choix. En vrai, le fait que Marla existe ou non, c'est complètement secondaire. C'est le principe même du fait qu'on puisse se poser la question qui est important, et le fait qu'elle ait des similitudes avec Tyler. Parce que tout ça nous dit finalement qu'à la place de chercher son double en Tyler, le narrateur aurait mieux fait de le chercher en Marla. Et c'est là où se crée la balance dans cette histoire centrée autour du masculin pur, sur le fait de retrouver la part d'anima, notre part féminine, dans l'animus, notre part masculine, qui sont indissociables l'une de l'autre dans chaque être humain. Et là-dessus, je vous renvoie sur ces notions à ma vidéo sur le labyrinthe de Pan, qui porte d'ailleurs ce titre. Contrairement à Tyler, Marla n'essaye pas de changer le système. Elle y évolue comme un électron libre, insouciante, le forçant à se plier à elle plutôt que l'inverse, récupérant sans scrupule les repas des morts. Tragically, they're dead. I'm alive and I'm in poverty. On retrouve à nouveau nos deux extrêmes qui sont valables ni l'un ni l'autre, où Tyler se bat constamment alors que Marla accepte tout passivement. Et c'est pour ça que l'image de fin dans sa grande poésie nous montre la balance rétablie, en miroir absolument parfait avec cette barre au milieu comme axe de symétrie, où le narrateur serre la main à sa part féminine devant le spectacle d'un monde détruit par sa part de masculinité toxique, et sur lequel il faudra se reconstruire. Et si le film commençait entièrement dans le virtuel, c'est sur un plan composite de numérique et de réalité qui va s'achever. Une union parfaite des deux mondes, pour célébrer main dans la main, en novembre 1999, l'arrivée du nouveau millénaire et de l'inconnu dans un feu d'artifice. That you said you're interested in making films that are going to be around in 20 years, that have a life. I think that's exactly what we've done here. Et Pep, avant de partir, je vous encourage fortement à aller voir le miroir, que dis-je, le Tyler Durden de cette vidéo sur ma chaîne, le Ciné-Club de Monsieur Bobine, avec le lien qui s'affiche en haut à gauche. Vous y retrouverez aussi Victor qui vient parasiter mon cerveau et avec qui on va discuter de pas mal d'autres aspects du film. Et moi je vous conseille aussi fortement la lecture de tous les romans de Chuck Palahniuk, qui a écrit Fight Club et qui est mon écrivain préféré. De Survivant à Choke en passant par Monstre Invisible, et aussi évidemment la lecture de mes 2 livres sur Spielberg qui sont maintenant tous les 2 disponibles chez votre revendeur préféré. Allez, à ciao bisous.